Pour beaucoup d'entre nous, tout a commencé un jour où nous nous sommes dit « Tiens, et si je voulais faire une app, comment je fais ?» Après plusieurs années d'expérience, il en ressort souvent qu'avoir une connaissance vaste et touchant à plusieurs domaines est un critère important pour faire la différence et devenir un meilleur dev. Pourtant, même si nous savons tous à peu près comment fonctionne un ordinateur, jamais ne nous est venu à l'idée d'en faire un nous-mêmes. Enfin, pour certains, si. Mais alors, comment fabriquer un ordinateur dans son salon ? Par où faut-il commencer ? Et surtout, pourquoi ? Pour répondre à ces questions fondamentales, je ne reçois pas Ulysse Mérou, mais il s'y connaît en retour à l'origine. Olivier, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Tout à fait. Je m'appelle Olivier Hubert. Alors, avant de dire mon âge, j'aime bien donner un mot-clé. Si je dis 486 DX33, ça vous dit quoi ? Il y a ceux qui comprennent. C'est un processeur Intel avec lequel j'ai commencé il y a longtemps. Il y a eu ça, 486, 586, Pentium et tout ça. Et donc, ça vous donne une idée de mon âge. C'est 45 ans. Donc, 25 ans de métier. J'ai 3 filles. J'ai commencé à bosser en 98. Et là, j'ai toujours doublé. J'ai fait 3 ans dans un petit éditeur, 7 ans à la banque, ESN, et après 14 ans Zenica, donc aussi ESN. Et récemment, j'ai changé pour une licorne finlandaise dans le cloud, service manager. Et j'ai fait dev, consultant, formateur, et j'ai donné des conférences sur sujet technique ou non. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand j'ai voulu changer après 14 ans où j'ai fini CTO à Zenica, à Paris, j'ai voulu changer pour avoir un contexte plus international, parce qu'ils sont présents dans à peu près 37 pays. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais pas trop touché au cloud de loin, en tout cas avec Kafka, tout ça. Et j'avais, à l'embauche, ils avaient fait un test, et je me dis, je vais voir si je suis encore capable, parce que j'étais plutôt sur des fonctions un peu managériales. Et le test, c'était, alors tu me montes un cluster Kafka qui va prendre des données IoT, qu'il va aussi faire que tu crées des microservices qui font ça, tu envoies ça dans du time series avec du Grafana, et ça, tu fais ça en, 2-3 heures. Je fais, c'est quoi, c'est impossible. J'ai dit, tiens, pour le délire, j'ai dit à ma femme et à mes enfants, attendez, je m'enferme quelques heures juste pour rigoler, je vais voir si c'est possible et tout. Parce que pour moi, c'était impossible, il fallait plusieurs jours pour faire ça. Et donc, j'ai utilisé leur plateforme pour faire le truc et tout, et j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai réussi. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, c'est des services open source et tout. Je dis, ok, ça m'intéresse. L'open source, pour moi, c'était important. C'est ce qui, je pense, a fait qui je suis. Pour moi, c'est ce qui a fait qui je suis maintenant, où j'ai commencé avec Apache, j'ai installé ça chez moi, et puis ensuite j'ai voulu jouer avec, faire des sites web. Alors c'est marrant parce que ça fait un lien avec la pédagogie, qui est mon autre passion, pour expliquer toujours des trucs à mes enfants. Et à un moment donné, ils disent, papa, quand on a des amis, je leur dis quoi ? Parce que c'était Senior Partner Solution Architect, ça veut rien dire, quoi. Je dis, oui, alors attends. Et j'ai dit, attends, bouge pas, je vais t'expliquer. Et c'est comme ça que je leur ai dit, écoute, c'est important d'être passionné, de creuser les trucs. Donc, tu vois, j'avais installé un outil pour faire des sites web. Et après, il y avait tonton qui était en Australie. Je dis, mince, va falloir que je laisse mon ordinateur tourner si je veux qu'il accède au site web. Donc, je me suis dit, attends, je vais le mettre dans le salon et je vais le laisser brancher toute la journée, toute la nuit. Sauf que il y a la lumière, il y a la poussière. Attends, ma femme, c'est quoi ces lumières qui clignotent ? Quand le courant a été coupé, je fais, mince, je vais mettre en onduleur. Donc, il bipait la nuit, en pleine nuit. Je fais, non ! Et c'est là que tu dis, non, va falloir trouver une autre solution, on va mettre ça au garage. Je dis non, il y a la poussière et puis il y a la chaleur, après il y a le processeur qui bipait parce qu'il était trop chaud. Je dis attends, on va mettre ça dans un lieu ailleurs. Donc oui, et après tu dis oui, mais il faudrait que j'y aille la nuit, enfin comment ça marche si j'ai un truc qui bug et tout. On va louer, et donc on arrive à l'IaaS, Infrastructure as a Service, un premier concept cloud. Et donc j'ai pris une Dedibox, j'ai loué ça, j'ai installé ma Debian, j'ai commencé à faire mes trucs, et là bim, je me fais attaquer. Je dis mince, faut que j'apprenne la sécurité, hop, Firewall, IP tables, machin, tout ça.
Et là, tu dis, bon, il y a peut-être un peu plus. Et là, tu as le PAS, Platform as Service, où tu t'occupes plus de ça. Tu as juste ton app, tu crées ton app, tu la déploies, avec Google App Engine, par exemple. Et je dis, bon, bah, maintenant, je vais aussi faire ma gestion des mails avec Postfix, tout ça. Et là, je dis, mais c'est galère, les spams et tout. J'envoie des mails à des gens, ils ne les reçoivent pas. Bah oui, c'est compliqué tout ça. Et hop, on passe au Software as a Service, Gmail. Tu as juste un user mot de passe et tout est géré pour toi. Alors maintenant, en fait, comme j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'ai gardé l'IAS, donc j'ai gardé ma Dedibox avec ma Debian pour faire jouer. Mais Postfix, non, je fais plus ça à la main. J'utilise Gmail. Et donc voilà, ça, c'est vraiment les choses qui me passionnent. Et ce que j'aime bien, c'est que quand j'explique ça, je dis, bah attends, on va aller jusqu'au fond des choses. Ma fille, je lui dis, bah écoute, est-ce que je peux venir à ton école pour t'expliquer mon métier, l'informatique, l'électronique. Et donc j'ai eu l'occasion de faire ça, donc c'est génial. J'ai pu aller, alors déjà pour les profs, apprendre le Python, parce que l'éducation nationale a fait un bon truc, là, le Python c'est au programme, sauf que les profs ils savent pas trop l'utiliser, donc il y a vraiment un chantier pour ceux qui sont passionnés, aller aider les profs pour apprendre le Python. Et donc j'ai pu faire ça, et dans l'école de ma fille, j'ai pu leur expliquer un peu l'électronique, tout ça. Et alors moi j'ai demandé à ma fille, mais tu comprends en fait vraiment comment ça marche un ordinateur? Elle m'a dit, c'est quoi pour toi un ordinateur? Elle m'a dit, ah bah c'est YouTube, un clavier, un écran, machin. Je fais, ok, il y a du travail. J'ai dit, est-ce que c'est possible déjà d'expliquer à un enfant comment ça marche vraiment? Parce qu'on ne sait plus trop maintenant. Et donc moi-même, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, je vais me remettre un peu, à la base c'est quoi? Donc c'est électronique, j'avais fait un tout petit peu en architecture, en IUT quoi. Et donc j'ai commencé à regarder les diodes, au fait déjà, le voltage, tout ça, je me suis remis dans mes cours. Et petit à petit, et à l'aide d'un site que je citerai, c'est Ben Eater, qui est excellent, où il part du début d'une diode, il dit bah maintenant on va partir la diode, le transistor, et après à partir de là, il a construit étape par étape. Je me suis dit mais c'est absolument génial. Et donc composant après composant, je me suis dit bah, je vais voir si je peux arriver à faire un processeur. C'est peut-être impossible, mais pour le délire, on va essayer. Donc j'ai suivi un peu ces tutos. Moi je suis parti sur d'autres trucs parce que j'aime bien moi-même faire joujou. Donc je suis parti sur des trucs un peu différents, mais j'ai suivi un peu ces trucs-là, qui c'est absolument génial. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à dire, mais en fait, c'est peut-être possible. Et ça a mis plus d'un an où j'ai repris les bases de l'électronique, des breadboards, d'un transistor. Le seul truc, c'est que je me suis dit, tiens, bah, je vais faire un processeur avec que des transistors. C'est le délire, là, c'est que des transistors. C'est sympa, mais en fait, quelqu'un l'a fait avant moi. C'est dans un musée à Londres, le truc, ça prend plusieurs mètres carrés. Donc ma famille n'était pas trop d'accord que j'utilise toute la maison pour faire un ordi géant. Et une fois qu'on comprend les concepts, on n'a pas besoin de faire ça. Donc en fait, je me suis dit, la contrainte que je me suis mise, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à créer un composant avec des vrais transistors, je m'autorise à acheter la puce qui va bien. Donc si je fais un compteur ou voilà, un registre, bon, bah, j'achète la puce qui fait le registre ou le compteur. Parce que j'ai prouvé à moi-même que je sais le faire, donc j'ai pas besoin de continuer à utiliser le transistor. Donc ça me permet quand même. Alors, du coup, quand tu décides d'acheter une pièce, est-ce que tu achètes une pièce qui est le plus proche possible de celle que toi tu as conçue? C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et à chaque fois, j'essaie vraiment de la créer au plus précis. Le seul truc qui est perturbant, c'est évidemment, et ça c'est vrai que c'est perturbant en plein de choses, c'est que tu fais ton registre, donc ça prend très peu de transistors, tu le fais, ça marche, et après tu regardes le schéma d'une puce que j'achète, je vais regarder si j'ai fait la même chose, quoi. Et tu regardes, et là tu fais, non, il y en a 50 des transistors dedans, mais pourquoi? C'est compréhensible, et c'est le même truc que j'expliquais à ma fille, c'est par exemple, quelqu'un qui connaîtrait pas, je sais pas, qui connaît pas la civilisation, et tu expliques que c'est une porte de maison, une porte, tu vas penser une planche, voilà, avec une clenche, à la limite, et 2 gonds, quoi, ça suffit. Et sauf qu'une porte, ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros, et c'est tellement complexe, et tu pourrais même commencer à expliquer, alors attends, il te faut un digicode, machin, tu te codes une porte de digicode. Parce qu'en fait, on a tellement rajouté de complexité autour qui sont nécessaires, parce que voilà, il faut que ce soit voilà, sécurisé, machin, tout ça, qu'en fait, on a perdu l'essence du truc. Et le truc que j'ai trouvé fou, c'est que je me rappelle quand j'étais en terminale, on avait parlé de l'op-amp. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est magique, cette petite puce noire, c'est magique. Il se passe quoi dedans? Non, on faisait que des calculs mathématiques. Je me suis dit, mais non, moi, je veux savoir qu'il y a dedans. Et là, le prof était incapable de me dire ce qu'il y avait dedans. Donc j'avais eu cette frustration toute ma vie. Et là, pendant le Covid, et quand j'ai remis ça, je me dis, en fait, il y a quoi dans un op-amp? C'était le truc magique, quoi. J'ai regardé, et je dis, bah oui, bah en fait, il y a 15-20 transistors, en fait, ça va. Et en fait, quand tu regardes creuse, il n'y en a que 2 qui sont importants. 2 transistors sur les 20-30 qu'il y a dedans. Et tu me dis, c'est génial. Donc, c'est la grosse difficulté maintenant, et plus ça va être complexe. Hein. Les processeurs, on en parlera, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour gagner du temps, pour être plus rapide, pour faire du pipelining, tout ça. Donc, il y a beaucoup de bruit. Mais en fait, quand on revient à la racine, les choses étaient très simples. On parlera de la carte VGA aussi. Des choses qui sont possibles à refaire, et c'est fou, quoi. En première question, ta fille, elle a quel âge? Alors, elle avait à l'époque 9 ans, okay. je crois, ouais.
Et alors, c'est ça aussi un truc, c'est que j'avais fait, je sais qu'avec des collègues aussi, ils faisaient des PCB, ils faisaient souder des trucs et tout. Moi aussi, j'ai fait, c'était génial. Le seul truc que je me suis dit, c'est que, et Ben Hitter en parle, il dit, faire des PCB et puis souder des composants sur des PCB, c'est bien, mais on apprend à souder, ce qui est très passionnant. Mais on apprend à souder, on n'apprend pas, voilà. Et tandis que les projets avec breadboard, il n'y a pas de soudage, c'est juste tu poses tes trucs, et là tu dois vraiment savoir comment ça marche, quoi. Donc c'est autre chose. Donc là je me suis dit, mais est-ce que vraiment, avec quasiment rien, voilà, des transistors, on peut repartir ouais. Je vois que tu en parles avec une passion qui est effectivement débordante, ce qui est normal parce que je trouve le projet effectivement complètement ouf. Est-ce que tu saurais mettre une épingle sur le moment où ton projet est passé d'un projet pour ta fille à un projet pour toi? Ouais. Souvent, c'est comme ça. Hein. C'est des trucs comme ça qui viennent. C'est au moment où j'ai réalisé que c'était possible, que là, si je continuais, on peut faire un transistor, et je me voyais expliquer à des gens, regardez comment ça marche, les lumières qui clignotent, et voilà, c'est un transistor, il vient de faire un programme de 4 lignes devant vos yeux, on a rempli des 0 et des 1, et ça fonctionne, quoi. T'as l'output et tout, et quand j'ai dit ça va être possible, je me dis, mais il faut que j'y aille. Et après, et ça c'est qui est ouf, et encore maintenant, quand j'ai fait le processeur, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, mais la carte graphique serait pas bien, je fais, mais c'est impossible, une carte graphique, c'est ouf. Et maintenant, et que j'ai fait la carte graphique à Devox, là, et à la fin, il y a quelqu'un qui passe, et que j'avais pas du tout prévu de continuer forcément à fond, et il me dit, mais la carte son, t'as pensé? Je fais, ah non, le son, j'y connais rien. Et je me dis, mais attends, mais justement, c'est peut-être l'occasion. Et je fais, pourquoi pas? Et là, c'est génial. Ce qui est génial, c'est que les premières réflexions, et c'est normal, moi, les gens vont dire, ah, mais c'est simple. Et là, tu vois, ils te montrent un schéma de 256 composants. Tu dis, bah non, c'est pas simple pour moi. Donc, la grosse difficulté, c'est réduire à, je sais pas, 2-3 composants, genre 4 maximum. Et ça, c'est difficile, mais c'est ça qui est passionnant, parce que c'est possible. On arrive, Steve Wozniak, c'est un peu mon nouveau héros maintenant, pas Steve Jobs, Steve Wozniak, qui a fait l'Apple IIc, c'est mon prochain projet, j'en parlerai. C'est possible. Il a fait ça dans son garage, et c'est exactement ce qu'on peut faire maintenant, en achetant les composants. Ouais. C'est génial. Oui, c'est ça, c'est qu'on oublie, aujourd'hui, on est sur des niveaux de complexité qui sont tels qu'effectivement, pour faire un processeur Intel, il te faut une usine qui coûte je sais pas combien de milliards de dollars avec des gens hyper qualifiés, hyper pointus. Mais effectivement, ça a commencé avec des gars dans un garage avec beaucoup de poussière, qui faisaient ça dans des conditions très, très, très artisanales. Exactement. Et ça a fonctionné, ça a effectivement commencé comme ça, quoi. Très bien, ouais. Tu disais que du coup, c'est devenu un projet pour toi au moment où tu as réalisé que tu pouvais du coup le faire, c'est un ensemble de briques élémentaires, et que tu pouvais du coup le montrer aux gens et leur expliquer. Moi, je te propose un défi, parce que du coup, on est sur un podcast où tu n'as que de l'audio, tu n'as pas de vidéo. Enfin, même si là, on est en live et qu'il y a certaines personnes qui vont nous regarder sur YouTube, mais la majorité des gens vont juste écouter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que je passe d'un signal électrique à un truc qui est capable de me faire 2 plus 2. Ah, c'est génial. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, le premier truc que j'ai pensé, je me dis, mais attends, signal électrique, je l'ai appris à l'école, donc on est sur du 5 volts, c'est généralement, quand on fait électronique, on est dans ces zones-là. Donc 0,5 volts, je me dis, mais attends, 0,5 volts, t'as 0, 1, 2, 3 volts, t'as plein de valeurs, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a du 0 et ces fameux 0 et C1, ces binaires là? Et bien en fait, quand on creuse, les premiers ordinateurs étaient analogiques. C'était pas des 0 et des 1, c'était même mécanique, t'avais des poulies, des trucs, donc c'était des valeurs discrètes, quoi. T'avais pas juste deux valeurs. Et c'est juste que, et ça revient sur le devant de la scène, ça c'est absolument génial, j'en parle dans ma dernière conf, ça revient sur le devant de la scène parce qu'en fait, tu fais beaucoup plus de choses avec dans l'analogique, car c'est moins précis, 1 plus 1, ça fait 2,1. Mais des fois, on s'en fout complètement. Si on fait justement de l'IA, du machine learning, on en revient, on veut que ça aille à la vitesse de la lumière, quasiment. Et l'analogique, c'est ça va quasiment à la vitesse de la lumière, quoi. Et donc, par contre, c'est un peu moins précis, mais des fois, c'est moins grave. Et donc, là, on veut être précis. On veut 1 plus 1, ça fait 2, quoi. Donc là, on va repartir sur du binaire, des valeurs très, très, très précises. Et même ça, quand tu creuses, comme on dit, entre 0 et 5 volts, est-ce que c'est 0 ? Bah 0, ce sera 0. Et 5 volts, on considère que c'est 1. Bah non. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes sur mes breadboards parce que 5 volts, déjà, c'est pas du courant parfait qui sort du mur, c'est pas du courant parfait dans tes... Voilà, donc au final, t'as peut-être du 4,8 volts, tu vois. Et 4,8, on dit, bah oui, bah c'est 1. Bah oui, mais c'est quoi la limite alors ? C'est 4, 3, c'est quoi ? À quel moment ça devient 0 ? Et ben, tout le problème est là. Et c'est là où viennent les bugs, c'est qu'à un moment donné, tu as la qualité du signal, la qualité de la breadboard. Et donc, si on part à peu près autour de 0, c'est 0, à peu près 5, c'est 1. Déjà, on a ces deux valeurs-là. Et on se dit, mais on peut rien faire avec 0 et 1.
Et là, ce que j'explique aux enfants, c'est vas-y, essaye de communiquer là avec genre tu frappes sur la table une fois, c'est tout, tu fais que ça. Alors tu peux le faire plusieurs fois, mais tu as juste ce signal-là, quoi. On vient aux morses. En fait, on peut communiquer. Par contre, il faut en mettre plusieurs. Le binaire, c'est si on veut plusieurs valeurs, il faut une séquence beaucoup plus longue pour arriver à des trucs intelligents et intéressants. Et je fais le lien aussi avec l'IA dont on parlait avant. On parle de trucs très basiques, mais après, quand tu les cumules, tu peux faire des choses très complexes Alors tout est des chiffres. C'est que des 0 et 1, donc tout est chiffres. Donc c'est-à-dire que les lettres, les images, tout sera converti en chiffres. Une fois qu'on comprend ça, ça va mieux. Parce qu'une image, c'est des chiffres, des lettres, c'est des chiffres, tout est des chiffres. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on comprend ça, je dis, attends, il reste juste à manipuler des chiffres. Ok, donc manipuler les chiffres, si on fait ça, on fait tout. Mais comment on manipule des chiffres ? C'est du courant. Donc du courant, on revient aux portes logiques. Du courant, si tu as un et, il faut qu'il y ait du 5 volts qui arrive sur ta puce, du 5 volts à côté. Et si c'est une porte et, il y aura du 5 volts qui sortira que s'il y a du 5 volts, les deux qui arrivent en même temps en entrée. On comprend quand j'ai pris le bus, là j'ai pris le bus, n'importe quel bouton que j'ai appuyé dans le bus, la porte allait s'ouvrir. Donc ça, c'est une porte ou, n'importe lequel tu sors, ça on le voit tous les jours. Donc ce sera l'équivalent d'une porte ou, potentiellement on pourrait avoir dans ce bus une porte ou qui gère les portes. Voilà, ce genre de... Ou bien dans les films d'action, je disais, les films de James Bond, il faut que pour ouvrir une porte, il faudrait que les deux clés à gauche et à droite de la porte s'ouvrent pour que James Bond y passe. C'est une porte et. Et une fois qu'on fait ça, en fait on les cumule, donc on sait manipuler des 0 et des 1, on sait sortir des valeurs en fonction de valeurs en entrée. À partir de là, si on en ajoute de plus en plus et on les chaîne, on arrive à faire des choses qui semblent intelligentes et compliquées, alors qu'à la base, c'est juste des manipulations de courant, donc à partir des quelques portes logiques. Et si on pousse le bouchon pour ceux qui s'intéressent, il y a une porte logique unique qui est la porte NAND. Avec celle-là, elle est universelle, on peut tout faire. Donc avec une porte logique, on peut faire un ordi, il y a un projet de NAND comme ça, NAND tout Tetris, un truc comme ça qui fait ça. Est-ce que du coup, au final, ce projet de création de processeur, c'est pas aussi revenir aux fondamentaux, même aux rudimentaires de la programmation, où en fait, t'as tes if, tes et, tes ou, et en fait, t'as que ça, et du coup, ton courant, il passe ou il passe pas, et à la fin, du coup, t'as un résultat où tu l'as pas. Mais du coup, tu reviens, c'est-à-dire que t'as plus t'as même plus ta notion de boucle, t'as même plus ta notion de programmation objet, t'es même plus sur du procédural, parce que, enfin, si, c'est procédural, mais je veux dire, t'as plus une logique, c'est même plus que t'es pas... Enfin, tu redescends vraiment au très très bas niveau, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on voit ce qui est vraiment important. C'est ce qui est important, voilà, c'est comme là, ce que je voulais, je suis informaticien, donc je suis développeur, c'est virtuel tout ça, donc je voulais quelque chose où je fasse quelque chose de mes mains. Par ailleurs, je fais du tournage sur bois parce que j'aime bien créer, et ça c'est passionnant. Donc là, je voulais créer de l'informatique, mais avec mes doigts, quoi. Et donc je voulais des puces toucher le courant et tout ça. Et donc en fait, et donc effectivement, j'ai perdu le fil. Je sais sur quoi. Sur le fait qu'on revient aux fondamentaux, aux rudimentaires. Ouais, on revient aux fondamentaux. Et pour moi, c'est non, j'ai perdu le fil. En fait, tu vois, ce que je trouve, c'est que en fait, tu n'as effectivement que tes instructions de et, de ou et compagnie. Et du coup, tu n'as plus toutes les... Tu vois, tu parlais tout à l'heure au début de cette aide aux développeurs. Là, tu n'en as aucune, quoi. Ah oui, c'est ça me revient. C'est le truc qui est fou, c'est que même, et là, dans le projet que j'ai fait, que je prends dans ton conférence, j'ai même pas le jump. Donc, je peux pas sauter. Il fait que mes 4 instructions. Et puis après, potentiellement, il devait s'arrêter. Et j'ai réalisé que, mais non, en fait, et c'est beaucoup de hacks comme ça, c'est que en fait, j'ai fait un compteur qui compte jusqu'à 4. Donc, c'est vraiment basique. Donc là, j'ai fait un petit... donc, je peux faire 4 instructions. Sauf que, donc je faisais ça, les premières confs, je présentais l'ordi, j'additionnais 2 chiffres, voilà, et je dis, voilà, je viens d'additionner 2 chiffres, et c'est un vrai programme qui marche avec les LED et tout, on voit que ça fonctionne. Et avant, j'ai dit, mais en fait, c'est dommage, j'ai pas le jump, je pourrais faire un truc plus sympa. Mais je me dis, mais attends, mon compteur qui compte jusqu'à 4, à la fin, il se réinitialise, il revient à 0. En fait, implicitement, j'ai un jump 0. Donc je dis, mais attends, donc en fait, si j'ai une addition à un moment donné, et à la fin, je le laisse tourner, il revient à 0, et donc j'ai mon jump, et donc en fait, là, je peux compter de 2 en 2, par exemple, maintenant, en conf, c'est ce que je présente. Donc en fait, je peux m'amuser à coder différents programmes avec juste 4 lignes de code, et là, c'est vraiment des 0 et des 1, c'est-à-dire que je prends mes petits deep switch et je rentre des 0 et 1 à la main. Donc là, c'est même plus l'assembleur, c'est au plus bas niveau possible. Ouais. Et surtout, si tu dis, maintenant, j'ai envie d'implémenter une fonction de comparaison, et tu sors tes câbles, c'est parti, une breadboard, et tu dis, mais c'est génial, je vais la créer. Et donc ça, c'est passionnant. C'est toi qui... Et tu pouvais
te débrouilles. Alors, il y a un minimum, c'est là où tu restes, mais c'est quoi le minimum pour faire un ordi fonctionnel? Et donc, c'est très intéressant de voir ça, et c'est là qu'on voit il faut au moins pouvoir additionner, pouvoir comparer, sauter, le jump et tout ça. Et après, effectivement, d'ailleurs, les premiers processeurs n'avaient pas, je crois, la multiplication, la division. Et même souvent, tu dis non, mais ça, on le fera en software, il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que les processeurs, tu dis, mais en fait, les processeurs devaient être tout simples au début et sont restés comme... Non, pas du tout, très vite, c'est devenu très compliqué. Ils ont tout mis dedans. Processeurs qui faisaient le cosinus, sinus. Et à un moment donné, ceux qui ont explosé, le 6502 de l'Apple ou le Z80, c'était des processeurs qui disent, on arrête. Les devs n'ont pas besoin de tout ça, on va refaire des choses simples. Ils ont enlevé toutes ces fonctions, ils sont revenus aux fonctions. Mais les devs voulaient quoi? Alors moi, je veux juste quelques fonctions basiques, mais je veux que ça le fasse bien et rapidement et simple. Et en fait, c'est eux qui ont explosé par rapport aux processeurs qui faisaient déjà tout. Ils avaient tout mis dedans, quoi. Ça devenait... Et là, le processeur ARM a été de ceux-là. J'ai dit, on refait simple, on consomme moins. Enfin, et c'est génial de revoir l'histoire des processeurs. Est-ce que tu connais Brainfuck et Whitespace? Brainfuck, ouais, j'ai déjà... Je vois pas souvent, mais j'ai déjà entendu parler. Tu vois le principe un peu du fonctionnement? Oui, c'est avec un langage avec que des parenthèses ou que des... Ouais, des donc trucs comme ça. Brainfuck, effectivement, c'est un langage où tu as le signe égal, tu as les accolades, les crochets, et je crois les étoiles. Et tout le reste, c'est ignoré. Et donc ça... et Whitespace, c'est encore pire parce que tu as l'espace, la tabulation et le saut de ligne. Oui, d'accord. Donc en fait, ton code est blanc. Du coup, quand tu ouvres ta page, tu vois rien parce que tu n'as que de l'espace, saut de ligne et tabulation. Et en fait, j'ai fait un épisode, c'était il y a longtemps, je crois que c'est parmi les épisodes 30 où on en parle. Et on évoquait justement aussi ce côté retour aux sources, retour aux fondamentaux, parce que notamment pour faire un Hello World en Brainfuck ou en Whitespace, en fait, il faut que tu navigues toute la liste des caractères possibles, tu mets un stop quand tu es au bon index, ainsi de suite. Donc en fait, tu reviens vraiment aux fondamentaux. Ouais. Toi, au final, tu es au-delà du Brainfuck, en fait. Tu es sur un... 0 et 1, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que tu dis, mais c'est quoi le minimum pour tout faire? Du binaire. 0, 1, 2 valeurs. On le voit avec le Morse, mais 2 valeurs, tu fais tout ce que tu veux derrière. Du moment que tu les enchaînes pour en avoir plus que 2, tout est possible avec juste deux états, quoi, deux valeurs. Et ça, c'est génial. Comment on passe du coup une fois que tu as assemblé tes différents transistors les uns avec les autres, comment tu passes de ça à, allez, on va dire une couche de haut niveau avec de l'assembleur? Comment la traduction se fait? Et ça c'est trop fort parce que je me suis créé mon propre assembleur et ça c'était le point culminant de mon truc. Je me suis dit, c'est génial. J'ai dit, maintenant c'est moi qui décide. Je vais donner les noms que je veux. Alors évidemment les classiques, t'as le load, add, out, mais je donne les noms que je veux vu que c'est de l'anglais, c'est juste des lettres, on s'en fout. Derrière c'est des 0 et des 1. En fait, si tu décides que quand ton courant va arriver dans ces puces-là et qu'à sortie il y aura ça, donc tu as envoyé, 0, 1, 0, 0, 1, ça, je vais décider que c'est une addition. Mais c'est complètement arbitraire, c'est là que tu réalises, en fait, des choix qui ont été faits dans technologique, des fois c'est complètement... À un moment, il faut décider. On va dire que mon addition, c'est quand je envoie 0, 0, 0, 1, ce sera l'addition. 0, 0, 1, 0, ce sera la soustraction. C'est toi qui décides. Parce que derrière, de toute façon, après, c'est les fils que tu vas brancher sur la puce, avec des portes logiques derrière à l'intérieur, qui vont décider que le courant, il sort là. Donc, un humain va dire, oui, ça fait une soustraction, quoi. Donc, en fait, c'est toi qui décides. Alors après, très rapidement, et c'est là que c'est intéressant, c'est que très rapidement, une fois qu'on a des tables de mapping, on met une mémoire. Donc, tu mets une puce mémoire, on a des registres, et là, tu décides, maintenant, à l'adresse 1, ce sera derrière, ça envoyera tel courant qui fera l'addition. Donc après, c'est toi qui décides. Donc du coup, c'est un espèce de mapping, c'est-à-dire que tu définis un ensemble d'opérateurs, donc par exemple l'addition, la soustraction et l'autre, et en fait, l'addition, c'est une zone géographique de ton processeur qui correspond à un ensemble de transistors qui vont exécuter l'opération, c'est ça ou... En fait, ce qu'on a dans le processeur, c'est que il va falloir manipuler des bits, des 0 et des 1, et donc en fait, on aura ce qu'on appelle l'ALU, donc c'est la partie qui va manipuler, faire des calculs, et donc lui, c'est une puce qui va s'occuper de ça, et ensuite, donc, on aura deux opérandes, quoi. Donc on va appeler le registre A, le registre B, souvent c'est comme ça que c'est appelé. Donc le minimum pour un processeur, c'est la puce qui va s'occuper d'additionner, soustraire ou des puces qui vont faire cette fonction-là, 2 registres, un A et un B pour les 2 opérandes, et ensuite on a quasiment fini. Après, il faut un bus qui fait communiquer tout ça, de l'affichage, de la sortie. Alors moi, c'est des LED, après ça peut être un petit écran, je vais continuer le projet pour faire des trucs plus avancés, mais quelque part, voilà,
petites lettres qui t'affichent la sortie, c'est bon. Et on a quand même une zone qui va un peu être chef d'orchestre. Et c'est dans cette zone de chef d'orchestre qui va dire, bon, bah, maintenant, j'allume le registre A en sortie, le registre B en sortie, ça va rentrer dans l'alu, j'active l'alu, donc je vais faire activer mon addition. Et tout ça, c'est des courants électriques, des 0 et des 1. Donc en fait, on a ce panneau de commande, on va dire ce panneau de contrôle, qui est lui, où là, tu vas lui dire, bah, maintenant, si j'envoie... si je branche mon câble sur le premier, c'est le registre A, le deuxième, c'est le registre B, et l'alu, c'est le troisième câble. Bon, bah, on va faire 1, 1, 1. Si on active le registre A, le registre B, et on active l'alu, bon, bah, ça va être 1, 1, 1. Puis après, tu mets des zéros à la suite, on s'en fout. Et par exemple, cette séquence 1, 1, 1, bon, bah, ça va être l'addition, par exemple. C'est vraiment aussi basique que ça, quoi. À la fin, c'est des courants du 5 volts qui part ou pas de ta puce, quoi, qui sort de ta puce. Et donc, en fait, il faut que tu décomposes ton registre. Parce que du coup, ton 2, il n'est pas stocké sous forme de 2, il est stocké sous forme de 1, 0. C'est ça. Donc, ton registre, en fait, c'est une succession d'opérations pour que le premier 0 soit... C'est quoi, tu fais un 2 plus 2 ouais. Pour faire un 0 plus 0, puis un 1 plus 1. Donc, à un moment donné, tu as ta table, bon, tu as une petite mémoire pour stocker ton programme, et tu vas dire, bon, bah, je vais d'abord activer, je vais enregistrer ma valeur dans A. Donc ça veut dire concrètement, je vais envoyer du courant dans ma puce du registre A, et je vais envoyer la valeur. Donc ça dit, donc il faut que je sépare mon code. La première moitié, ça va être l'opération que je fais. La deuxième moitié, par exemple, on peut décider, ça va être la valeur que je vais donner, ou une adresse mémoire. Et là, mais là, on va plus loin, on va sur de l'indirection. Mais déjà, la valeur. Donc, par exemple, si je fais 0, 0, mes 4 premiers bits sur 8 bits, mes 4 premiers bits, je vais être 0, 0, 0, 0. On va dire que ça, c'est l'addition. Je décide que quand j'envoie que du 0, ça fait une addition. Et ensuite, ma valeur. Donc, si je veux additionner 5 plus 3, donc, je vais mettre 0, 0, 0, c'est l'addition. Et sur mes 4 zéros qui restent dans mon registre 8 bits, dans ma mémoire 8 bits, là, je vais donner ma valeur, donc 5 ou 3 en binaire. Et donc je vais faire, par exemple, additionne 5, additionne mes 3, donc 5 dans le registre A, 3 dans le registre B, et ensuite, dans l'alu, tu vas lui dire, active-toi, donc fais l'addition, et ensuite, tu m'affiches ça, donc ça, c'est mes 4 lignes, c'est le projet que je fais en conférence, et donc sur 4 lignes de code, je mets 5 dans le registre A, 3 dans le registre B, j'additionne et ensuite en sortie, et en fait c'est que du courant qui va activer. En fait on peut imaginer des portes, ce que j'ai expliqué à mes filles dans la maison. J'ai fait la maison autour, on a le salon, il y a toutes les portes qui sont autour du salon. Si tu veux aller dans la chambre de ta sœur, tu ouvres ta porte, tu sors, tu fermes ta porte, tu ouvres la porte de ta sœur, tu rentres. C'est que du courant. Alors, il faut faire attention de ne pas ouvrir toutes les portes en même temps, sinon le courant, il va n'importe où. Donc ça, mais c'est vrai aussi dans le software, sur des bus, attention. Il y en a un qui peut écrire seulement, mais plusieurs peuvent écouter à la fois, mais plusieurs ne peuvent pas écrire à la fois, sinon il y a un problème. On a le même truc avec le courant. Donc, si on fait un bus de communication, c'est une façon de communiquer. Il y a d'autres architectures. Moi, j'ai utilisé le bus, qui est le plus classique. Et là, effectivement, tu envoies du courant, attention. Et alors là, il faut faire gaffe, c'est là où tu crées des puces. Donc, c'est vraiment du courant, tu passes pas. C'est que des jeux de portes. Et c'est ce que je présente en conf, où là, j'actionne mes petits deep switch là, pour activer. Là, le courant, il passe. Et comme il y a des LED, on voit. Donc, c'est rigolo. Tu vois, ah oui, ça s'allume. Et hop, ça passe par là. Comme tu peux suivre avec tes yeux le courant. Et c'est que, tu laisses passer du courant ou pas. On pourra le faire. Il y en a qui ont fait avec de l'eau, pour que ce soit visuel. Un processeur avec de l'eau. Parce que c'est juste des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Ce qui est aussi fascinant, alors je ne me souviens plus de l'exemple, mais de toute façon il y en a plein, c'est que si tu demandes à n'importe qui soit dev ou non, tu poses des questions du style qu'est-ce que je dois faire si je veux changer de fil sur l'autoroute par exemple. Tu as 99,99% des gens qui vont te dire une réponse A en me disant je tourne le volant et change de fil. Oui, mais en fait, il faut que tu penses à retourner le volant après, parce que sinon, tu continues à tourner. Faut que tu penses à mettre ton clignotant, faut que tu penses peut-être même à débrayer, à ralentir un peu, faut que tu penses à regarder ce qui arrive derrière. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, ce que tu décris, c'est que ta manipulation des registres, c'est des trucs qui nous viennent même pas à l'esprit, nous, aujourd'hui, quand on dev, en fait. Donc, à quel point... Ma question, c'est... cette gymnastique intellectuelle que toi, du coup, tu fais aujourd'hui peut-être de manière quasiment naturelle, comment tu as réussi à la prendre en main? À quel point tu as dû faire les trucs et te dire « Ah putain, j'ai encore oublié une étape ?» Ou est-ce qu'en fait, au bout d'un moment,
tu vois, ton cerveau s'est dit, ok, en fait, maintenant, il faut juste tout détailler. Ouais. Et tu as réussi à rentrer dans Là, j'ai une anecdote qui est géniale. C'est quand à un moment donné, justement, j'ai voulu accumuler. Donc, l'accumulateur, souvent, c'est le registre A, ça tombe bien, la lettre A, accumulateur. Et en fait, c'est quand tu veux, tu fais 5 plus 3, donc ça fait 8. Le 8, t'en fais quoi ? Il faut que tu le restockes quelque part. T'as que 2 registres, le A et le B. Je vais le mettre dans le A. Donc, en fait, à un moment donné, quand j'ai construit, donc avec mes câbles, j'étais là, je me dis, mais attends, si là, je demande l'addition, donc, je fais 5 plus 3, la plus qui fait l'addition, là, lui, il va me sortir 8. Le 8, je vais le mettre dans A. Mais attends, si je le mets dans A, comme le A et le B sont en train d'additionner, ça va additionner à l'infini. Enfin, c'est une boucle infinie. Je fais, mais le gars, il doit savoir ce qu'il fait. J'ai vu ça, je vais allez, je vais le câbler, on verra bien. Je câble le truc et tout, c'est quand même bizarre, mais bon, on y va. Je balance mon truc. Le truc, ça boucle à l'infini. Je fais, mais non, mais il y a un problème. Je regarde alors là, j'ai regardé sur internet. En fait, j'ai regardé un proc, le 80-80, un des premiers procs. J'ai regardé le schéma. Non, j'ai tout fait correct. Et là, je fais, c'est absolument génial. Je fais, attends, bon, moi, je vois le problème. Il faut une étape intermédiaire. Donc, je vais me créer un registre intermédiaire. Donc, je vais créer un registre à l'alu. Donc, je l'ai appelé Sum Register. J'ai fait un nouveau registre. Et je dis, le 8, tu me le stockes dans ce registre-là, temporaire. Donc, c'est une étape de plus. Une fois que c'est fini, je ferme les égouttis du A et du B. Ce 8-là, je le mets dans A. Et comme maintenant, les égouttis sont fermés, ça va pas boucler à l'infini. Voilà, ça me fait une étape de plus. Mais bon, ça marche. J'ai fait mon truc tranquille. Je tombe sur une vidéo d'un mec qui est génial aussi, il s'appelle Ken Sheriff, je vous recommande aussi. Le mec, il prend des procs, il les découpe, il les met dans l'acide, il regarde l'intérieur. Le mec, comme ça, il t'explique. Au début, je me dis, je comprends rien. Sauf qu'une fois qu'il t'explique bien, il est très pédagogue, et tu commences à reconnaître des choses. Maintenant, quand je regarde un die d'un processeur, je fais, ah oui, là, ça doit être la zone de registre. Je fais, wow, comment j'ai fait ça ? C'est grâce à ce gars-là qui t'a expliqué très simplement. Là, c'est un proc, ça ressemble à ça, qui n'a rien du tout avec les transistors, les transistors qu'on connaît. Et il t'explique, ça, c'est une résistance et tout. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait dans un. Oui, on peut faire un capaciteur dans un proc. Et on en fait. C'est pas évident à faire d'ailleurs. Et là, à un moment donné, il dit, tiens, regardez, c'est marrant, là, ici, on voit qu'il y a un registre temporaire. Je fais, comment ça ? Mais ouais, c'est comment c'est écrit. Et en fait, j'ai re-regardé d'autres schémas. Effectivement, dans le schéma, ils mettent. Mais c'est juste que, par simplification, quand ils font des schémas, ils enlèvent ces registres-là, qui sont, on ne les met pas parce que c'est technique. Sauf que moi, qui faisais un truc très technique, j'en avais besoin. Et j'ai dit, mais c'est génial. Donc ça veut dire que, en creusant vraiment, il y en a, sinon ça marchait pas. Et ça, je me dis, mais c'est comme le software, en fait. C'est que des fois, tu dis, mais attends, mais là, ça doit pas marcher. Ou là, faut faire attention aux boucles. Là, il faut barrer le bus. Mais je repensais toutes les fois. Je dis, si on écrit plusieurs sur le bus, non, il faut qu'il n'y en ait qu'un qui écrive pour pas qu'il y ait de soucis. Et plusieurs doivent écouter. Enfin, il y a des contraintes qu'on se met. Et là, tu les vois parce que là, c'est du courant électrique. Tu peux cramer ton truc, donc ça devient très concret. Donc ça m'a aidé à faire le parallèle. Et j'ai trouvé ça passionnant. Ouais. Du coup, tu as dû faire des choix d'architecture. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup d'architectures de processeurs qui existent. Est-ce que tu as fait le choix de suivre une architecture existante ou tu t'es dit je vais tester de créer mes transistors et les assembler comme je veux et on verra à quoi ça ressemble en bout de ligne? J'ai fait un peu de ça. Je suis quand même parti. Le projet Benitter, c'est absolument fabuleux, ce gars-là. Donc, je suis parti de ce projet-là. Mais après, j'ai fait un petit peu. Mon truc, c'était quand même, j'avais en idée, c'était pédagogique. Parce que un des trucs que je vois, c'est qu'une fois qu'on fait ce projet-là, 8 bits, on se dit, mais attends, je peux faire un ordi 16 bits, 64 bits, je peux rajouter un écran. Alors, oui, mais dans ce cas-là, t'achètes un Mac et c'est fini, quoi. Mon but, c'était que ce soit faisable moi-même, mais que je fasse pas juste, j'allume une LED, quoi. Il fallait vraiment que je fasse une vraie addition, que je fasse un vrai programme. Donc, le juste milieu, très rapidement, on le voit bien, c'est 8 bits. Parce que dès que tu fais du 16 bits, t'as plus de place. Et puis après, alors, c'est pas le coût des composants, c'est plutôt le coût des breadboards et puis le temps passé. 4 bits, c'est possible, mais tu fais pas grand chose. Je peux faire quasiment rien avec 4 bits. Donc très rapidement, 8 bits, c'est effectivement, d'ailleurs, ça s'est vite vu sur le marché, ça a été les ordi 8 bits qui avaient la part de marché au début. Donc 8 bits, c'était bien. Et après, moi, j'ai voulu simplifier, donc j'ai pas voulu, parce que même moi, j'ai pas mis la partie mémoire et tout ça derrière, parce que je voulais le faire de façon. Je l'ai rajouté, mais avec des modules pédagogiques. C'est-à-dire qu'en conf, je dis, maintenant, on rajoute mémoire, maintenant, on rajoute une EEPROM, voilà. Mais je le fais par étapes. Parce que je voulais que ça reste très modulaire. Donc c'est très basique. Mais c'est l'architecture classique avec un bus. Tout le monde discute sur le bus. Les données et les adresses sont sur le bus. Je balance tout sur un bus unique. Parce qu'après, c'est des câbles. Hein. Et le coût du cuivre, pour le coup, j'avais pas réalisé. Mais avec ça, les breadboards, c'est ça qui est le plus cher, en fait. Mais alors, du coup, est-ce que maintenant, tu es arrivé à un niveau de maturité de ton processeur qui fait que maintenant, tu achètes
ton processeur. Exactement, si t'as suivi le truc, c'est exactement ça. Chaque élément, j'ai pu quasiment tous les construire. Le seul truc où j'ai triché, c'est une EEPROM. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne une EEPROM, alors j'ai regardé évidemment comment ça marche, mais comment est-ce que quand tu éteins le courant, l'état peut rester, c'est des états, c'est chimique, atomique, où en fait les électrons vont rester stockés. Mais alors comment ils restent bloqués, ça reste un mystère. Si quelqu'un peut m'expliquer pédagogiquement, je suis preneur. C'est le seul truc que j'ai pas pu recréer. Sinon, tout le reste, on peut le recréer. Tous les composants jusqu'au processeur. Et comme mon processeur, j'en ai fait un alors qui est très basique, mais qui fonctionne, je fais des programmes dessus, je me suis autorisé à acheter le 6502. Alors moi, je suis team 6502, parce que je veux faire l'Apple II. Sinon, c'était le Z80, c'était ceux qui refont ça, c'est Z80, voilà. Moi, c'est 6502. Et donc, je suis parti là-dessus. Donc maintenant, mon prochain projet, alors là, ce serait génial, mais là, vous l'avez un peu plus ou moins en avant-première, ce serait de communiquer, faire connecter mes deux projets, donc mon projet perso et boulot, c'est-à-dire que mon ordi, donc 8 bits, fonctionne avec, je sais pas, Kafka dans le cloud sur Ivan, par exemple. Un truc de fou. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut, alors là, si vous suivez bien, ça veut dire qu'il va me falloir que je crée une carte réseau, en quelque sorte, et je vous laisse la surprise, et je vous laisse chercher par vous-même quel protocole on peut refaire qui est assez simple, faisable avec du courant, enfin avec des puces de base, quoi. J'ai envie de dire TCP, du coup, non ou... Non, plus simple. Plus simple. Ouais, communication. UDP du coup, non, qui a moins de... non, c'est lequel déjà qui a... Là, je pense vraiment les communications. Quand tu fais de l'Arduino ou tout, c'est ce que tu utilises en fait pour communiquer. Alors c'est souvent connu par le port série, mais sinon c'est UART ou RS232 le protocole. Okay. Et donc là, c'est 8 bits que tu vas devoir donc mettre en série. Donc là, un shift register suffit. Et après, tu balances ça sur le réseau. Alors, à voir il faut quand même convertir entre, je crois que c'est moins 12 volts plus 12 volts. Donc là, il faut quand même une puce, ou bien tu peux le faire toi-même, qui va le 0,5 volts transformer en moins 12 plus 12 volts. Et c'est parti, quoi. Donc en fait, c'est faisable. Et alors ça, c'est mon prochain challenge. Ça, avec la carte son et puis la carte graphique. Mais elle est déjà faite, celle-là. Je fais déjà des tournées de conf en conf avec la carte graphique. Okay. Tu nous as dit aussi que sur ton processeur, fait maison, tu faisais tourner des programmes. Sur quel langage? Comment tu restes des programmes en assembleur? Ou t'es passé sur du haut niveau Non, pour l'instant, sur le proc, où j'ai fait le proc moi-même, c'est du 0 et du 1. C'est vraiment des 0 et des 1. Donc pour moi, je n'ai même pas d'assembleur. Je sais que voilà, quand je vais faire une addition, je fais 0, 0, 0, 1. Je sais que c'est l'addition, quoi. Parce que c'est moi qui l'ai décidé. Donc c'est ça qui est génial. Donc je n'ai même pas d'assembleur. C'est que des 0 et des 1. Maintenant que j'ai acheté le 6502, bon là, je vais le coder en assembleur. Et même là... Maintenant, c'est ça qui est fou, c'est que quand je vois les 0 et 1, je comprends. Ça vraiment, je m'éclate à chaque fois. En fait, ah oui, je comprends, c'est fou. Donc, l'assembleur, c'est bonus, parce que voilà, c'est quand même comme ça que je vais le coder. Parce qu'après, tu vois que c'est long, quoi. Hein. Coder tes 0 et 1, c'est là que tu réalises avec ceux qui faisaient ça avec les cartes perforées, c'est ouf, quoi. Mais, donc, tu prends, pareil, à la force de le faire, tu prends des réflexes. Mais non, là, c'est du 6502. Donc, je vais refaire l'Apple II, parce que c'est faisable. Steve Wozniak l'a fait, donc ça tenait dans une valise, son truc. Donc, ça, c'est faisable. Donc, ça, je suis en train de faire ça. Et donc là, c'est de l'assembleur. Et après, non, j'arrêterai là. Parce qu'après, on m'a dit, ouais, tu peux recoder un langage au-dessus de l'assembleur. C'est possible, parce qu'après, c'est juste un niveau de... Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse, parce qu'après, je connais. Donc là, je veux rester au niveau assembleur. Je pense que je resterai là. Et tout est faisable en assembleur. Alors, c'est marrant, parce que du coup, tu viens de dire, c'est bon, au-dessus, je connais. Et ça fait justement quelques minutes où je me dis la question d'après. C'est... Parce que toi, aujourd'hui, t'es dev. Alors, tu fais peut-être plus de dev au quotidien dans ton taf, mais à la base, ta formation, c'est quand même une formation de dev. À la base, t'es quand même dev. C'est ça. Tu fais du coup des confs autour de ça. Quand t'as été embauché par Hayden, ce projet était déjà en cours. Oui. En vrai, est-ce que tu as eu l'impression, en tout cas, moi, je pense que c'était le cas, que tu savais mieux que n'importe quel dev que tu as croisé pendant ton processus de recrutement chez Hayden, comment fonctionnait réellement un ordinateur que n'importe qui, en fait. C'est-à-dire que même moi, où je peux me targuer parfois d'avoir une connaissance technique assez vaste grâce à ce podcast où j'entends plein de gens, je parle de plein de sujets, très clairement, j'ai appris plein de trucs grâce à toi en 30 minutes d'épisode. Enfin, tu vois, d'accord. Et pourtant que je suis censé avoir vu en école d'ingénieur sur mes cours électroniques, que j'avais une assiduité plus ou moins relative. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois, à quel point est-ce que tu sens que tu as une compréhension de sujet qui est quand même du coup beaucoup plus profonde que, je pense, 95% des devs?
Moi, je trouve que ce qui est passionnant, c'est que maintenant, quand j'ai un sujet, donc même là, je suis sur des sujets genre Kafka, Postgre, voilà, du cloud, j'ai cette réflexe de me dire, attends, ça a l'air compliqué comme ça, pas de crainte, comment ça marche derrière? C'est quoi le truc? Quels sont les trucs importants que rapidement que je peux comprendre pour essayer de rapidement de mettre de côté les fioritures qui sont nécessaires, hein, maintenant évidemment au niveau sécurité machin, mais tout ça c'est des fioritures vraiment à la base du truc, ça marche comment? Un des sujets par exemple là, Kafka par exemple, je me dis mais qu'est-ce qui fait que Kafka marche aussi bien? C'est quoi son truc? Enfin, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres et tout? Et très rapidement, une fois que tu sais ce que tu cherches, très rapidement j'ai creusé pour voir, bah oui, à un moment tu as une fonction Unix, enfin Linux de base qui te permet de copier un fichier sans passer, alors là j'ai plus les termes techniques, sans passer par repasser par une zone vierge, tu écris la data directement sur la carte réseau, quoi, un truc comme ça. C'est-à-dire tu bypasses tout, et là tu fais bah oui je comprends, ok, parce que si ça doit être recopié alors, en mémoire, machin, jusqu'à s'arriver à la carte réseau, ouais, on perd un temps fou. Sauf que lui, non, il va utiliser une fonction Linux qui, elle, va directement copier la data sur la carte réseau, bypasser toutes les zones mémoire, lecture, relecture et tout. Je dis, bah oui, je comprends, ok. Et très rapidement, tu vois le pourquoi des choses. Et je dis, alors qu'avant, oui, bon, on s'en fout, ok, ça c'est du bas niveau. Ben non, là, tu vois l'intérêt du truc. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi, et d'autres choses, bien sûr. Mais, donc voilà, donc ça modifie ta perception et ça m'aide à dire, non, attends, il doit y avoir un truc qui fait que ça marche comme ça. Pourquoi? Creuser le pourquoi. Et parce qu'il y a tellement de fioritures, c'est ça, comme je dis, même moi, hein, si j'ouvre les specs d'un processeur maintenant, je dis non, vraiment, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, à un moment donné, même moi, quand j'ai fait mon proc, je fais tiens, mais là, dans cette étape-là, la moitié du proc, il fait rien. Ah mais attends, mais je pourrais préparer la truc d'après. C'est là que tu dis, ah ben oui, le pipelining et tout ça, bah oui, évidemment. Mais par contre, bah, ça va être compliqué pour celui qui arrive derrière. Tu dis, pourquoi t'as fait tout ça? Ah oui, tu voulais gagner du temps parce que, bah oui. Et si tu fais ça sur des décennies, bah attends, on arrive des procs qui sont super complexes, bah c'est normal. On a voulu optimiser, sécuriser, j'en parle même pas. Puis il y a le fait aussi que c'est conçu par des armées d'ingénieurs. Bah, c'est ça aussi, oui. C'est parce que mec. toi, t'es tout seul dans ton coin. Exactement. Je dénigre pas ta capacité, mais un homme seul face à 1500 qui bosse depuis 10 ans sur un sujet, forcément, on va pas au même endroit, quoi. C'est ça, tout à fait. Du coup, alors, ce que je trouve intéressant, en fait, aussi, c'est cette approche qui est un peu un des fondements, en tout cas dans ma perception de la méthodologie agile, c'est revenir à des micro-tâches, prendre un problème colossal et le découper en petites tâches individuelles qui, en fait, sont hyper réalisables. Et en fait, pour gravir une montagne, il faut commencer par faire un pas. A priori, de ce que moi je comprends, de ce que je perçois plutôt, c'était une approche que tu avais déjà, en fait. C'est ce qui t'a amené à réussir à faire cet ordinateur-là. C'est vrai. Et ça, je trouve ça top. Je trouve que c'est un super truc. Pourquoi je le précise? Parce que j'aimerais savoir ce que ce projet-là a amélioré dans ton travail de dev ou de senior architecte aujourd'hui. Tu vois, en quoi est-ce que tu penses que ça t'a rendu meilleur? Ouais. Ou moins bon, peut-être, je sais pas. Ouais, non, pour moi, pour moi, je pense que j'étais déjà comme ça avant. Par contre, ce qui m'a vraiment, que j'ai trouvé ouf, et où là, vraiment, ça m'a ouvert des yeux sur des trucs, c'est j'ai fait un processeur de mes mains, et après, j'ai fait une carte graphique. C'est surtout ça qui me force, que le graphique, c'est visuel. Quand je branche le truc, à chaque fois en conf, le truc s'affiche sur... Tu fais, c'est pas possible, ça sort de là, quoi. Est-ce que c'est visuel? On est visuel, voilà, donc c'est fou, quoi. Et tu te dis, mais en fait, c'est possible, en fait. Et en fait, c'est ce concept de se dire, c'est vraiment ça, c'est quand tu vois quelque chose de compliqué maintenant, et c'est normal, avec on complexifie les choses, c'est de dire, attends, je comprends pas, j'ai peut-être un petit peu peur, quelque part, wow, ça me dépasse. Quelque part derrière, il y avait une raison à ce truc-là, il y a une raison pourquoi il est là, la base du truc, ça doit être simple, c'est juste qu'on a rajouté des couches par-dessus. Et c'est cette démarche-là, ça, je trouve que ça me rassure, ça m'aide à creuser, à chercher les bonnes choses, et c'est une démarche globale, quoi, en tout cas, j'ai vu ayant fait et que ça fonctionne, tu dis, mais en fait, c'est possible. Donc, allez, creusons, on y va. N'ayons pas peur, on y va. Prenons un peu un risque et puis essayons de comprendre tel techno, tel truc. Et surtout, ce gars-là couvre les processeurs. Je me dis, c'est malade. Ça, on l'a si il ouvre, tu mets. Moi, je comprenais rien à ces trucs-là. Tu vois, c'était très joli, mais. Est-ce que du coup, c'est pas aussi ce qui t'a permis de passer ce process de recrutement chez Hayden? Où tu as cet entretien technique, Ivan, pardon, où tu connaissais pas Kafka et compagnie. Mais du coup, parce que tu avais 3 heures pour faire l'exercice,
T'as lu de la doc en 3 heures. Comment t'as c'est ça. Alors, je dois du avouer coup structuré ton... Alors là, pour le coup, là, je leur lance des fleurs, mais la doc est très bien faite. Parce que j'avais sur d'autres trucs avant, comme Spring aussi, c'est grâce à sa doc, Hibernate aussi. Il y a des projets qui ont réussi grâce à leur doc. Even, la doc est très bien faite. Donc, effectivement, parce que je connaissais pas le truc, il a fallu que je me documente très rapidement. Et donc ça, j'avoue que ça a joué. Et là, je vais encourager énormément les devs, même s'ils sont juniors, creusez, soyez passionnés pour ce que vous faites et creusez un peu, parce que dans ce process de recrutement Even, à un moment donné, ils ont vu ce que j'ai fait sur le proc et tout, et dans l'entretien, c'est sorti. Ils m'ont dit, attendez, si vous êtes capable de faire un proc de vos mains et de faire ce que vous faites, on a vu, on n'a aucune inquiétude sur le fait que vous allez apprendre des trucs, même si vous ne savez pas tout, parce qu'il fallait connaître pas mal de choses pour entrer à Even. Et dire, on ne s'inquiète pas sur le fait que vous allez pouvoir apprendre, il n'y a pas de problème. Et là, je fais, ah ouais, donc ça a joué, quoi. Mais clairement, parce que moi, c'est ce que je faisais quand j'embauchais en tant que CTO à Zenica. Pareil, je n'attendais pas à quelqu'un qui remplisse toutes les cases. C'est le mouton à 5 pattes. Tu aurais quelqu'un qui est passionné, qui va apprendre, il dit, ah, c'est bon, lui, il va apprendre sans problème, il est passionné, en 2 secondes, il aura appris le truc, et hop, on avance. Donc j'ai été très heureux, ça a été pour moi un valeur. Ok, ne serait-ce que pour ça, là, c'est top, quoi. Donc oui, ça a joué, clairement. Donc c'est pour ça que j'encourage les gens à creuser. Allez-y, parce que vous savez pas, des fois, un projet même perso, ça peut vous ouvrir des portes, quoi. Et du coup, aussi sur la gestion de, on va dire, des erreurs, parce que tu as quand même, du coup, appris sur le tas, tout ça. Ouais, j'avoue. Ouais. À quel point... Alors, puis en fait la question, il y a plein d'embranchements possibles, Tout parce que... il y a déjà le fait que nous, aujourd'hui, quand on rencontre une erreur ou un problème dans le dev, on va sur Stack Overflow, on cherche des tas de solutions. J'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui s'amuse à faire un processeur 8 bits dans son salon, donc tu n'as pas beaucoup de ressources disponibles. C'est ça. Mais tu vois, tu parles tout à l'heure du fait que tu reviens à des tâches élémentaires et compagnie. Oui. Moi, il y a quand même une espèce de truc qui pèserait sur moi sur un tel projet. C'est que je me dirais, je vais forcément faire des erreurs qui sont entre guillemets bêtes et méchantes, même si au final c'est pas bête, parce que on parle d'un problème qui est hyper compliqué, mais en fait t'es face à une complexité. Enfin, je prends le processeur qu'il y a dans l'ordi qui est en face de moi, ou même dans le truc, dans l'enregistreur, ou même dans le micro qui est là, qui enregistre. Il y en a absolument partout. Il y a un niveau de technicité qui est absolument hallucinant. Moi, j'avais vu il y a pas très longtemps que industriellement, on a beaucoup de... Tu as des grippins aujourd'hui qui ont une capacité de processeur qui est colossale, parce qu'en fait, ça nous coûte moins cher de créer des processeurs qui sont en fait beaucoup trop puissants pour un grippin, versus créer un processeur qui ferait que ce dont le grippin a besoin. Et donc, pour une question de coût, on a une capacité de puissance qui est colossale. Tout à fait. Et donc, on est entouré d'une capacité de puissance colossale. Et tu vois, moi, j'ai l'impression de me dire, mais en fait, c'est des problèmes que je peux pas tacler, que je peux pas appréhender. Comment est-ce que toi, comment tu as fait pour surpasser ou dépasser ça ? Alors, on est tout à fait d'accord. Parce que le truc que je raconte qui est fou, c'est qu'à un moment donné, c'était difficile. C'est comment je branche mes trucs. J'ai relu plusieurs fois. Logiquement, ça doit marcher. J'ai refait mes schémas et tout. Je branche le truc, ça marche pas. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me rappelle de Internet Explorer, avec la page blanche. Même effet, tu mets... Je vois rien, j'ai pas de blague, j'ai rien, je ne comprends pas. Ou bien quand tu as le petit spin là qui tournait quand on faisait de l'Ajax et tout, tu ah oui, je me rappelle les premières fois, je regardais, j'attendais, j'ai non, c'est un gif animé, mec, arrête, il y a rien derrière. Ah oui, mince. Là, c'est pareil. Donc à un moment donné, c'est là où j'ai réalisé, et là, ça m'a été très frustrant, c'est que non, là, j'ai tout refait, j'ai passé des heures, des nuits blanches sur le truc, et juste que ce que j'ai réalisé, c'était la qualité de mon matériel. Et là, c'était extrêmement frustrant. Par là, je me suis dit, ok. Là, je suis bloqué. Tout ce que j'avais fait était bien. Donc là, je me remettais en question. C'est bien de le faire, mais là, ça marchait. Et donc là, c'est la qualité. Donc j'ai la qualité des breadboards. J'ai acheté des breadboards de très bonne qualité. Ça coûte super cher. Je crois que c'est 10 balles la breadboard pour qu'on ait de la bonne qualité. Donc là, il n'y a plus de soucis. J'ai enlevé tous les condos. J'en ai mis aucun. Et c'est une erreur, mais je veux, parce que quand je fais une démo, je veux pas que ce soit rempli de condos, parce qu'il en faut partout en vrai. Hein. Donc je les ai tous enlevés, mais j'ai une bonne qualité. Et surtout le debug. Moi, je me rappelais du console log et tout. Alors j'aimais LED, mais à un moment donné, quand t'as pas du 5 volts, mais du 3,2 volts ou du 3,5 volts, bon bah c'est pas vraiment un 1, c'est pas un 0, bah donc ça marche pas. Et sauf qu'avec une LED, bah si la LED elle s'allume, c'est bon, bah non, mais et donc là bah j'ai dû creuser, donc j'ai dû prendre un petit oscilloscope, on en a pour pas cher maintenant, et là tu vois le courant, tu fais ah, mais oui, mais c'est génial en fait, j'ai trouvé. Et donc en fait j'ai pas eu à creuser la physique quantique, mais quand même à un minute je dis bah oui, c'est logique. Donc je dis mais c'est quoi 5 volts, c'est quoi 1, c'est 5 volts, c'est 4, c'est quoi, et bah tu te poses des questions, mais sauf que moi ce que j'aime dans l'apprentissage c'est que
j'avais regardé des bouquins de 500 pages sur l'électronique. Je fais, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Enfin, j'ai une famille, j'ai d'autres problèmes. Donc je dis, bah non, je vais apprendre par sur le terrain. Mais moi, j'aime ça parce que tu vas creuser dans les bouquins, mais tu sais ce que tu cherches. Je dis, bah attends, c'est combien déjà 1, c'est quoi? C'est 5 volts, c'est quoi? Eh ben non, c'est à partir de 3, machin volts. Ah bah oui, donc là, j'ai pas ça. Et donc là, et ça, c'est passionnant. Mais oui, là, c'est vraiment rempli d'embûches. Mais l'effet final, pour moi, je me voyais, c'est ça aussi que j'aime bien, j'ai créé dans ma tête, je voyais le truc, je voyais ma carte graphique, je me voyais en conf brancher le truc et je vais arriver à ça. Et c'est ça qui m'a permis de continuer. Sinon, on arrête. Effectivement, quand tu as passé des heures, tu dis, mais non, ça marche. Ça devrait marcher, ça marche pas, c'est frustrant. Ouais. Donc, ouais, non, la qualité des outils, mais ça, c'est vrai pour le soft. Hein. Maintenant, non, si un outil est de qualité, je paye, j'achète, parce que ça change ta vie, quoi. C'est ça ou des heures passées. Je suis peut-être trop novice sur le sujet pour juger, mais je perçois pas pourquoi, sur ton projet, j'entends, la carte graphique est à ce point-là un challenge plus important que le processeur. Bah écoute, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça l'est pas. Effectivement, elle est beaucoup plus simple à faire, mais dans ma tête, faire une carte graphique, pour moi, c'était le côté être capable d'avoir des composants moi-même que je branche comme ça sur un écran que je maîtrise pas, parce que pour le coup, c'est la partie que je maîtrise plus. T'as un écran, t'as un câble VGA, et ce que je vais mettre derrière, c'est moi qui vais le créer, et ça va afficher une image. J'ai dit, mais ça, je me dis, mais c'est un rêve de, je sais pas, peut-être de gamin ou quoi. J'ai dit, mais c'est impossible. Je connais pas le standard VGA, je sais même pas ce que c'est, quoi. Et pour moi, c'est bête, mais le processeur, j'ai mis 1 an à le faire. Carte VGA en 1 semaine et quelques, c'était fini. Donc comme quoi, c'est vraiment plus simple. Parce qu'on est d'accord que au final, c'est juste ce signal VGA, c'est juste une manière d'encoder le truc, et en fait, le signal que tu envoies, c'est juste une grille de couleurs, enfin une grille avec un indicateur de couleur sur chaque pixel. C'est ça, c'est qu'en fait, on revient aux écrans cathodiques, donc les canons électrons. Donc en fait, on a juste un point lumineux en fait qui se balade. Donc le point lumineux, si on regarde bien, il se balade de gauche à droite, donc il balaye, donc il faut un compteur. Donc ça, j'avais déjà fait plein des compteurs. Donc le compteur, il compte de 0 à 800, 600, il compte 800, un peu plus. Ensuite, tu le réinitialises pour revenir à 0, et là, tu incrémentes le compteur vertical, donc il va aller dans la deuxième ligne. Donc tu as un compteur vertical, donc un compteur horizontal, un compteur vertical. Quand tu sais que tu arrives à 800 et quelques machin, bah, tu fais une porte end qui dit bah, si j'arrive à tel chiffre, je réinitialise. Donc tu as du courant qui sort de ta porte N et qui va dans ton reset de ton compteur. Donc voilà, donc tu as ton compteur horizontal, des portes end pour détecter quand tu arrives à le chiffre que tu veux, 800, machin. Pareil pour la verticale. Et ça, tu le branches sur un câble VGA et bim, ton écran, il reconnaît, il dit « Oh, 800, 600, pas de problème. » Je fais « Non, c'est une carte à moi, mais tant mieux, l'écran, il est content. » Et après, j'ai pris des câbles. Donc déjà, ça marche. Donc 2 compteurs, enfin un peu plus pour compter jusqu'à 800, ça dépend jusqu'où on va. Des compteurs, des portes N. Tu branches ça, l'écran, il dit « Ok, je suis en 800, 600, 60 Hz, pas de problème. » C'est génial. Après, j'ai pris des câbles, le rouge vers le bleu, parce qu'il y a que ça qui sort. Rouge vers bleu, je mets ça n'importe où pour rigoler. J'ai résisté une connerie, j'aurais dû mettre des résistances, mais bon, ça n'a pas cramé. Donc j'ai mis ça, et là j'avais des trucs à l'écran, je me suis dit, c'est absolument génial. Donc après, il a fallu que je fasse une image, et là je me dis, comment on encode une image PNG, et donc là, et c'était moi qui ai créé mon encodage, je me suis dit, mais je dois créer mon propre encodage. Donc le rouge vers bleu, bah, j'ai mis ça sur 2 bits. Donc ça fait 4 valeurs pour le rouge, 4 valeurs pour le vert, 4 valeurs pour le bleu. 4x4x4, 64, je suis hey, c'est propre, une carte graphique. Il y en a qui sortaient avec moins de couleurs que ça au début. Donc j'ai fait une carte graphique, 64 couleurs, je présente ça en conf, le truc ça marche, et j'ai affiché ma fille, j'ai dit tu passeras à la postérité. Bam. Alors elle est pixelisée, elle est en 100 x 80 pixels, mais ça marche. Parce que l'écran il dit bah d'accord, ok, parce que en fait c'est très simple. Les premiers protocoles, les premiers standards étaient simples. Alors ce que je trouve amusant, c'est que tu me confirmes qu'effectivement c'est plus simple que tu ne pensais, mais dans ta description, tu nous décris quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que moi j'avais en tête. Tiens. Et je prends un exemple tout bête. Tu nous parles effectivement de ce balayage, du coup tu as ton compteur horizontal et ton compteur vertical. Ouais. Tu es en train de me dire que ton signal VGA, tu envoies ce rythme de balayage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que... parce que tu vois, moi ce que je te décrivais, c'est que pour moi, t'envoyais pour chaque refresh, t'envoyais un tableau qui disait là j'ai du rouge, là j'ai du bleu, là j'ai du rouge, et tu l'envoyais, et c'est l'écran qui gérait son balayage. Non, donc t'as un quartz, une clock, une horloge, et à chaque signal d'horloge, t'envoies la position d'un pixel. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut aller assez vite pour que l'œil humain... c'est ce que les écrans cathodiques, voilà, il fallait aller assez vite pour que l'œil humain il voit pas que ça clignote. D'ailleurs quand on filmait un écran, on voyait bien que ça clignotait. Non, t'envoies à chaque signal, t'envoies juste la position d'un pixel. T'envoies le rouge, le vert, le bleu, la quantité de rouge, vert, bleu à un point de l'écran, c'est tout. Donc c'est très basique. Par contre, il faut aller vite
pour Bah que, oui. pour que voilà, faut juste aller vite. Donc en fait, et là j'ai fait mince. Mais faut aller effectivement très très vite. Et Très puis en vite. fait, tu vois, en t'écoutant parler, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc en fait, il y a ça à gérer. Et puis je me suis dit, en fait, mes trucs tout cons aussi. Ce que tu parlais effectivement d'encodage d'image, mais Ouais. c'est-à-dire aussi que quand tu crées un OS, du coup, faut que tu positionnes ta fenêtre dans l'espace. C'est ça. Faut qu'elle ait une image, faut qu'elle ait une couleur. Et C'est ça. en fait, oui, c'est ouf. C'est ouf. Et là, des trucs tout bêtes, c'est que je me suis dit, mais il faut aller vite. Je fais, mais vite à quel, vite combien? Et là, j'ai regardé que 1 MHz, c'était à peu près la limite pour que ma breadboard elle supporte, parce que je suis quand même ce breadboard, je suis pas censé faire ça sur des breadboards. Donc 1 MHz, une breadboard, elle peut supporter jusqu'à 8, des bonnes breadboards de très bonne qualité jusqu'à 8 MHz, je crois. Donc on était un peu limité. Donc moi j'ai mis 1 MHz. À 1 MHz, ça passe. Ton écran, il se rafraîchit correctement, tes yeux pensent qu'ils voient une image. Donc 1 MHz, le truc. Et après, le rouge, le vert et le bleu, en fait, le problème, c'est que c'est pas du binaire. Lui, il s'attend à du 0, c'est entre 0 et 0,7 volts. Je me dis, mais quoi? Donc je peux pas envoyer mon 5 volts, quoi. J'ai fait une bêtise en branchant ça directement sur le courant au début, mais ça a rien cramé. Et donc en fait, je me dis, mais comment je vais faire ça? Donc en fait, c'est là où tu restes, mais au fait, comment déjà on baisse le courant dans des... Et en fait, c'est là que j'ai dû faire un décodeur binaire analogique. Donc mes 5 volts qui sortaient, il fallait que je le transforme en maximum 0,7 volts. Donc tu mets des résistances. Donc j'ai regardé mes cours, comment ça marchait déjà. Et donc je l'ai fait. Donc j'ai fait un décodeur. Après, quand tu vois les DAC, la décodeur, en fait, j'en ai créé un moi-même. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est ça qui est génial. Tu dis, en fait, je l'ai fait. Donc j'ai dû faire un décodeur binaire vers analogique pour envoyer, pour que mon écran il soit content qu'il ait du 0,7 volts max. Donc quand j'envoie du 5 volts, lui il a du 0,7. Et 0, j'envoie 0. Et après, comme j'avais 4 valeurs, j'ai pu en créer 2 intermédiaires. Donc je fais du 0,2 et 0,4. Donc j'ai 0,2, 0,4 et 0,7. Okay. Et donc j'ai 4 niveaux de couleurs pour chaque, donc ça fait 64 couleurs. Je peux faire une image 64 couleurs. C'est génial. Je reviens sur cette histoire de balayage de l'écran. Est-ce que ça veut dire que si ton signal est trop lent et que par exemple tu envoies un signal tous les 4 ticks, est-ce que ça veut dire que tu as du coup un pixel sur 4 qui est allumé? J'ai pas testé ça, mais ce qu'il faut pour que l'écran il dise ok c'est bon, je reçois et j'affiche quelque chose, il faut que tu respectes le timing. Donc il faut qu'il ait à chaque... C'est du 60 Hz, du 800-660 Hz. Donc à chaque tick, il faut qu'il y ait un truc. Si par contre, moi je peux pas en 800-600, ça je crois qu'il faut je sais pas combien de millions, enfin moi j'ai une petite EEPROM, ça coûte la peau d'argent, j'arrive même plus à en avoir, j'ai dû aller je sais plus sur quel site pour en acheter, parce que donc j'ai tout petit EEPROM, ça rentre pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que ma fille, je l'ai fait en 100 x 80 pixels, donc elle est étirée. Donc ça veut dire qu'en fait, si j'envoie trop lentement, du moment que je respecte le timing, c'est bon. Mais comme c'est lent, en fait, ça va étirer. Donc, mon image, elle est tout étirée. Donc, en fait, ça s'affiche en 100 x 80, un truc comme ça. Mais ça veut juste dire que toi, il faut que tu respectes les proportions pour que l'image soit grosse, mais pas étirée. Donc, en fait, si tu respectes... C'est une sorte de proportion. C'est ce que j'explique dans ma conf. En fait, ça marche. Ça fait juste une image en 100 x 80, un truc comme ça. Ouais. Et ça fonctionne. Donc, oui, l'image est étirée, effectivement. Ok, assez fou. On avait noté, alors attends, j'essaie de retrouver, on a une question sur la stack, la HIP et compagnie, je sais plus quel était le... À un moment, on avait parlé aussi juste avant tu parlais de Raspberry, Arduino et tout ça. Ça c'était intéressant parce que j'avais commencé par ça. Et là, c'est complètement autre chose parce que quand tu regardes, Raspberry, c'est quand même un ordi, mais un Arduino, c'est en fait, il y a un proc dedans, mais autour, il a déjà la ROM, la RAM, il a déjà tout un tas de composants que moi je rajoute là en faisant mon Apple II là, avec le 6502. Donc en fait, c'est un peu plus qu'un proc, un Arduino. Donc en fait, c'est évidemment pour moi tricher. Donc je l'utilise, mais à d'autres fins. Par exemple, avec ma fille, on a fait un petit jeu, je voulais faire ma Game Gear, créer moi-même Game Gear, donc j'ai mis un Arduino, le petit écran qu'on vient dans les boîtes, là, le petit écran, le petit joystick, puis c'est tout, il n'y a rien, un petit écran, un joystick, puis l'Arduino. Je me suis fait un petit Load Runner, c'était mon jeu favori sur Apple II. Et ça, tu le fais facilement. Donc ça, c'est juste pour t'amuser à coder, à faire des sprites, enfin c'est gérer d'autres choses, mais on fait très peu d'électronique parce que tu as juste 3 composants, quoi, l'Arduino et puis le joystick et l'écran. Ou bien un digicode sur une boîte en bois pour faire un coffre-fort avec une machine à état. Bon, là, je vais pas lui expliquer tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, tu fais une petite machine à état et puis tu as ton coffre-fort, c'est rigolo, quoi. Mais donc, c'est pour d'autres projets, mais effectivement, pour moi, c'est de la triche. Arduino Raspberry. Pour terminer, c'est quoi la suite de ce projet? Alors, la suite, en fait, c'est à Devox. Le dernier, c'est... on m'a dit de faire le carte son. Et comme je connaissais pas au son, je me suis dit, allez hop, challenge, on y va. Donc je me suis intéressé au son et je vais voir c'est quoi le minimum qu'on peut faire avec du son. Et donc ça, c'est la carte son. Donc là, je suis en train de la faire. Ça fonctionne, je crois, avec
déjà 2 composants ça suffirait, mais bon, si on veut quand même un son, faire un do, un ré, un la, machin, il faut au minimum 4 composants, ça suffit. Donc c'est faisable. Donc après, si on veut du polyphonie, donc plusieurs notes et tout, c'est plus complexe. C'est souvent ça que les gens sont frustrés, de dire c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que si tu veux 64 notes en même temps, évidemment, c'est compliqué. Mais une note, c'est bon, et puis ce sera joli. Je pourrais faire une petite musique. Donc ça marche sur une breadboard, ça va tenir. Et après, évidemment, là, le gros challenge, mais là, j'ai pas encore fait, donc c'est connecter ça. Par exemple, la Kafka dans Haven, quoi, le truc absurde. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un protocole réseau. Donc là, je vais faire du série. Et ça, c'est mon gros projet. Et après, potentiellement, les ordinateurs analogiques. C'est mon gros truc. On m'a offert là une boîte avec des op-amps pour faire un ordinateur comme les premiers les ordinateurs analogiques. Et ça, c'est complètement autre chose. Mais alors là, c'est compliqué à expliquer ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que tu te lances dans la création d'un écran ? Oh la vache! Ah bah tu vois, c'est des challenges comme ça qui sont terribles parce qu'après, ça me fait mes nuits blanches. Je sais pas, pourquoi pas. Après, il faut que je fasse des choix. Mais il y a un truc qui me fascine, par contre, énormément, c'est le Wi-Fi. Enfin, c'est les ondes. Ça, j'ai envie de tester. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais ça me passionne. Donc, je pense que j'aimerais être capable de transmettre de l'info comme ça, même sur mon bureau, de 2 antennes. Mais si j'arrive à faire ça, mais l'expliquer simplement, toujours pareil, et le faire moi-même, ça, ce serait un challenge. Je kifferais là. Ouais. Ton projet, du coup, j'imagine que tu en parles sur les différents réseaux sociaux. On peut suivre ça. Le mieux, c'est j'ai fait un site Olivier Hubert, donc santé à la fin, Olivier HUBER, tout collé, .net, olivierhubert.net. Et comme ça, j'ai listé toutes les confs que j'ai fait, que je vais faire. Et il y a tous les liens, comme ça, on peut suivre un peu mes projets. Et dessus, il y a mon Twitter, mon LinkedIn, où on peut me contacter. Ouais. Est-ce que du coup, pour ton ordinateur, on t'a déjà demandé Can it run Doom ? Oui, alors exactement, ça j'ai vu. Quelqu'un l'a fait avant moi. Il y a la vidéo Can I Run Doom là, on this. Quelqu'un l'a fait avant. C'est pas possible, effectivement. Doom était déjà un truc très 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 avancé. C'est pas possible. Le seul truc qu'on pourrait faire, c'est Pong, où on a les deux. Et ça, je le ferai, je pense, à un moment donné, parce que j'ai tout pour le faire là, la carte graphique, où là on a les 2 barres sur le côté. Puis ça, c'est possible parce que les calculs sont assez basiques. Tu fais 1+1, voilà, t'as pas besoin de faire du cosinus, sinus ou des trucs de fou. Doom, non, c'est pas possible. Non, pour ceux qui connaissent peut-être pas, tu peux nous parler de ce truc Can it run Doom, parce que je trouve ça ouf en fait comme mouvement, comme tendance, je sais pas. Ouais, c'est essayer de faire tourner Doom sur n'importe quoi, et on a tout vu, c'est n'importe quel device, du moment qu'il y a un petit écran, le but c'est essayer de faire tourner Doom dessus, donc d'adapter le code source de Doom, qui est open source maintenant, c'est très intéressant à regarder, et essayer de le faire tourner sur tout et n'importe quoi. Et c'est ouf parce qu'on peut le faire sur, du moment qu'il y a un minimum de capacité processeur, et puis un peu de mémoire, on peut faire tourner Doom, et c'est fou, donc c'est un challenge où tout fait tourner Doom sur tout et n'importe quoi. Du moment qu'il y a un écran et un proc derrière, on peut potentiellement le faire. Là, en 8 bits, c'est encore trop. Ouais, et du coup, t'as pas envie de réussir à faire un ordi qui pourrait faire tourner Doom au minimum? Non, là, mon but, c'est plutôt pédagogique, donc ça va rester sur des choses justement plutôt simples pour expliquer après. Ce que j'ai vu, le challenge d'un ordi comme ça, c'est que t'as envie de rajouter des tas de trucs. Mais dans ce cas-là, plus tu rajoutes des trucs, plus ça devient complexe et difficile à expliquer. C'est pas mon but, pour moi en tout cas. Et puis effectivement, cette complexité qui augmente, après, tu rentres dans les problématiques de réussir à créer un OS. Oui, et du coup, tu as les problématiques logicielles qui deviennent. Tu rentres dans des mécaniques qui sont de plus en plus. C'est exponentiel. Exactement. Les problématiques sont exponentielles. Exactement. Et mon but, c'était vraiment pédagogique. Donc, je sais que c'est faisable. Je sais que ça t'amène plus de trucs. Après, c'est un métier, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas mon but. Top. C'était passionnant. Merci beaucoup pour tout ça, Olivier. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. Est-ce qu'il y a une ressource, un contenu, un film, une série que tu aimerais recommander à l'ensemble des auditeurs? Tout à fait. Alors, le premier, c'est aller voir Ben Eater, qui est mon inspiration principale. Donc, Ben, B-E-N-E-A-T-E-R. C'est eater.net. eater.net. Allez voir ce gars-là, c'est fou ce qu'il fait, mais il faut regarder dans l'ordre pour vraiment comprendre ses vidéos. Et l'autre source que je suis en train de lire qui est passionnante, c'est une citation que j'aime bien citer, c'est What I cannot create, I do not understand. C'est Richard Feynman, dont on a reparlé un petit peu avec Oppenheimer et tout ça, qui est physicien renommé, surtout pour sa pédagogie, qui était capable d'expliquer des choses. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Surely You're Joking, Mr. Feynman, ou Vous voulez rire, Monsieur Feynman. Il raconte un peu son parcours, et c'est passionnant de voir un petit peu ce parcours-là. Je m'éclate à lire ça. Alors, il part de physique quantique, mais justement, il est très doué pour l'expliquer, donc c'est très intéressant. Okay. Ça fait pas peur. Voilà. Eh ben, écoute, on mettra des liens en description pour tout ça, bien évidemment. Et dernière question, la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors pour moi, en fait, c'est ce que je disais au début, pour moi, la machine est là pour nous aider. Donc très clairement, la tabulation, donc quand j'appuie sur une touche
qui me fait donc un écart assez grand, ça oui, je suis pour ça. Donc tab, hop, je veux que ça affiche. Par contre derrière, non, je veux que ce soit des espaces. Donc si la machine, elle me transforme, ce que j'appuie derrière, ça me fait 8 espaces, c'est bon. Mais non, c'est une absurdité d'avoir un caractère spécial. Ok, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Olivier pour cette discussion. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a peut-être donné envie de créer votre ordinateur, votre Apple II, votre Apple III ou que sais-je, ou peut-être même effectivement de créer vos écrans. Si vous avez des projets comme ça un peu farfelus, ou si vous avez entendu parler d'un projet comme ça un peu fou que vous aimeriez bien voir sur ce podcast, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit sur les différents réseaux. Je suis à peu près partout. N'hésitez pas à me shooter un DM et ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie énormément de partager ce podcast autour de vous, parce que ça me permet de rencontrer des projets comme ça un petit peu dingues et d'apprendre plein de choses, et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.